Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Ce podcast est enregistré en plein été, nous sommes posés avec Aurélie et on s'est dit tiens, pourquoi pas faire un podcast sur le désir féminin, qui est sa spécialité. Tu es donc en face de moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas, puisqu'il faut savoir qu'on a déjà fait 2 podcasts ensemble, un sur l'œuf de Yoni et l'autre sur l'écriture érotique, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Aurélie, peux-tu te présenter ou te représenter s'il te plaît ? Oui, Cinéden. Alors moi c'est Aurélie Loiseau, je suis sexothérapeute, coach de l'intime. J'accompagne particulièrement un public féminin. Et donc je suis basée à Bordeaux. C'est vrai que j'utilise beaucoup les outils comme l'œuf de Yoni, l'hypnose, l'art-thérapie pour les accompagnements que je peux faire. Et en soi, j'ai à cœur en effet de travailler sur le thème du plaisir, du désir, que les femmes... ou en tout cas le public féminin, se réinvestissent de leur pouvoir. Alors, on va commencer avec une question qui va nous permettre de démêler le vrai du faux et parfois certains amalgames. Peux-tu dissocier le désir, l'envie, la libido et le plaisir ? Oui, alors je vais essayer de résumer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais déjà, par rapport au terme du désir et de l'envie, la distinction n'est pas forcément évidente à faire, mais donc oui, dans l'envie, il y a vraiment le fait d'être complètement confronté à un objet, une personne. Donc en fait, on est vraiment dans la réalité. Par exemple, on va croiser une personne qui va susciter notre envie, qui va susciter quelque chose chez nous, alors que dans le désir, il y a plus une construction mentale. On est plus dans l'ordre de ce qui peut paraître relever du fantasme, de l'image que l'on se fait de l'autre ou d'une situation. Donc ça va provoquer chez nous cette construction mentale, l'envie d'assouvir donc un besoin ou une envie sexuelle. Donc en fait, la frontière est assez fine, mais on pourrait dire qu'il y en a un qui est plus direct et l'autre qui relève plus d'une construction qu'on se fait dans sa psyché. Alors que bon, quand on parle, tu m'as demandé par rapport à la libido, le plaisir. La libido, c'est vraiment, on va dire, du désir sexuel. C'est une énergie qu'on déplace dans notre sexualité. On pourrait dire qu'on va avoir une libido qui est soit qui vient de ce que nous, on a envie d'initier un acte sexuel, on a envie de quelque chose, donc on a une envie plus directe. Et il y a aussi l'envie qui naît de ce que l'autre peut... une réponse à un désir que quelqu'un peut avoir de nous, par exemple. Donc, par rapport à ça, on va dire 2 types de désirs sexuels. Et le plaisir, donc le plaisir, c'est une satisfaction qu'on peut ressentir, soit par rapport à quelque chose qui traverse nos sens, en fait, ou aussi une construction mentale, ça peut être ça aussi. C'est vrai que le plaisir, c'est vraiment l'assouvissement de quelque chose qui nous est agréable. Alors l'agréable est différent pour chacun, hein, donc il y a des personnes qui peuvent avoir du plaisir dans la douleur. Il y en a d'autres qui vont avoir du plaisir dans la douceur. Mais c'est, on va dire, difficilement mesurable. Tu es sexothérapeute, spécialiste du désir féminin. Comment tu dissocies le désir féminin du masculin ?
Alors moi je le dissocie pas forcément parce que j'ai l'impression que ça relève plus de la personne. En soi, en effet, la construction qu'on a en termes de notre éducation, notre culture, va faire que va peut-être y avoir une différence, en effet, dans le plaisir féminin ou le plaisir masculin. Mais en soi, pour moi, c'est quand même plus ou moins le même mécanisme qui s'enclenche. Et qu'en est-il des personnes transgenres, non-binaires ? Ça revient à un peu ce que ce que je t'ai dit juste avant, en fait. Pour moi, ça relève plus de la personne, donc en fonction du vécu de la personne. Alors c'est sûr que nos organes sont tous... comment dire ? On a des organes qui ne sont pas forcément similaires, déjà en termes de taille, en termes de... Voilà, on peut avoir des organes sexuels plus féminins, masculins, et donc les terminaisons nerveuses ne vont pas être les mêmes en fonction des personnes. Donc même si le plaisir peut relever de quelque chose de sociétal, du culturel ou de sa propre histoire, il y a aussi une réponse aux stimulations qui sont faites physiquement. Donc ça va être propre à chacun. Donc c'est pas une question vraiment de sexe, c'est une question plutôt d'un ensemble de données, de choses qui font que on va avoir, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir énormément de plaisir si on stimule, je sais pas, une partie comme par exemple les oreilles, et il y en a d'autres qui vont être vraiment insensibles à cette partie-là. Donc c'est pas vraiment une question que d'organes sexuels ou que de sexe, c'est une question aussi de ce que chacun peut ressentir dans son corps et qui est différent selon les personnes. Alors concrètement, comment se manifeste le désir féminin physiquement et mentalement ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avec des exemples, si possible ? Oui, alors c'est vrai que moi, dans mes accompagnements, j'ai pu observer des choses différentes selon les femmes et aussi un ensemble d'éléments qui font qu'une femme peut bien se sentir dans sa sexualité, s'épanouir. Et dans ces données-là, il y a déjà le fait que c'est important de se connaître. Et se connaître, ça veut dire se connaître physiquement, mais se connaître aussi cérébralement, savoir ce qui au final nous excite, savoir ce qui fait qu'on peut avoir un imaginaire érotique et qu'est-ce qui va l'enclencher, qu'est-ce qui va le stimuler, mais aussi peut-être expérimenter dans son corps comme si on cartographiait en fait son corps et qu'on allait voir en fait les endroits qui sont particulièrement sensibles, qui sont excitatoires. Et aussi, moi je parle beaucoup d'ancrage, le fait d'habiter son corps pleinement, parce que même si on apprend à se connaître, il y a aussi investir son corps, être dans son pouvoir, l'habiter, être bien avec, l'aimer. Et ça aussi, ça compte. Ça compte beaucoup je trouve, dans la sexualité féminine, de ce que j'ai pu observer. L'estime de soi, la confiance en soi est une donnée qui rentre en compte. Je vois beaucoup de femmes qui ne se sentent pas suffisamment actrices dans leur sexualité. Et moi, je trouve qu'il y a tout un chemin. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se réveillent par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que les résultats sont là. Quand une femme est dans son pouvoir, quand une femme se sent bien dans son corps, là, elle incarne quelque chose et au final, elle apprend à être désirante, elle apprend à être actrice et pas que être une femme objet, une femme qui est une proie à la sexualité de l'autre. Donc c'est apprendre aussi à écouter ses désirs, à écouter ce qui pas que le désir de l'autre. Voilà, quand on est dans un acte sexuel, si on donne toute son énergie pour satisfaire l'autre, où est son propre désir à soi ? Est-ce qu'on peut parler de mécanisme du désir féminin ? Comment fonctionne le désir féminin ? Ça, c'est une phrase que j'ai vue un peu partout sur les réseaux sociaux, sur l'internet. Est-ce qu'il y a une vraie réponse à cette question ? Et si oui, quelle est-elle ? Ou est-ce que tu peux nous donner des brides de pistes pour pouvoir y répondre ?
Ce que j'ai dit juste avant est vraiment à considérer. Moi, je dirais que c'est s'il y avait des pistes à donner, la meilleure, pour moi, c'est vraiment s'explorer, se connaître, être curieuse, créative et se faire confiance sur le fait que les choses peuvent changer et peuvent évoluer. Parce qu'en fait, des fois, on est à un endroit dans sa sexualité et on a l'impression que ça peut pas bouger, mais ça peut toujours évoluer, ça peut toujours changer en fonction de son âge. Donc c'est vrai que comprendre les mécanismes qui s'enclenchent, c'est ce que j'ai dit avant, se connaître, apprendre à se stimuler en termes de fantasmes, d'imaginer des choses, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a à s'explorer physiquement, mais aussi cérébralement. Et aussi, une chose importante, c'est de savoir s'écouter, savoir dire non quand c'est pas OK. Et ça, c'est important, c'est de s'écouter. Parce que si justement on est à un moment de sa sexualité où on est très désirante et qu'à un moment donné, on s'est pas assez écouté et qu'on n'a pas su dire non, on peut perdre ça. Ça se retrouve, c'est sûr, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on peut rentrer en conflit intérieur et de se dire qu'il y a des choses qui sont pas si OK et on les a fait quand même et perdre cette fonction désirante, elle se retrouve, mais elle se retrouve parce que justement on est en accord avec toutes les parties de soi. Donc faire communiquer toutes ces parties-là de soi en étant OK sur sa sexualité, sur le fait que, je sais pas, par exemple dans son histoire, quand on nous a fait croire que le sexe c'était sale, à un moment donné, il va falloir peut-être explorer ces parties-là de soi et pour les entendre et pour peut-être justement arriver à résilier tout ça et en fait aller dans une sexualité où on est en accord complètement avec toutes les parties de soi. Est-ce que tu peux donner des exemples d'exploration ? Des exemples d'exploration, déjà par rapport au podcast qu'on avait fait, l'œuf de Yoni pour les femmes, pour le public féminin, les personnes qui ont un vagin, c'est un outil incroyable parce qu'on va travailler sur plusieurs tableaux, le corps, l'émotionnel, l'énergétique. Donc on va investir son bassin. Il y a l'écriture érotique, vraiment ou la lecture érotique. Les bandes dessinées, les romans, les nouvelles. Donc là, on va plus explorer sa partie, on va dire, imaginative, créative, sa fonction fantasmatique. Et pourquoi pas aussi lire des livres sur... Il y a une bibliothèque assez considérable aujourd'hui sur la connaissance qu'on peut avoir en termes de corps. Je pense à un livre comme Jouissance Club qui apprend à explorer d'une manière physique en fait sa sexualité et en même temps en y ajoutant le côté créatif. Il y a ce fait d'être curieux déjà vis-à-vis de son propre corps, d'explorer des choses. Pourquoi pas utiliser des sextoys. Enfin, il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a accès à des informations qui sont assez importantes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on est à un point de notre sexualité où on a l'impression de passer à côté, justement, de notre désir, nos plaisirs, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, je crois qu'on n'a plus d'excuses aujourd'hui pour rester figé dans notre sexualité. D'ailleurs, quand on parle de désir, l'étymologie de désir, c'est desiderare, donc c'est de cesser d'être figé, c'est se mettre en mouvement. Et là, c'est intéressant parce que ça vient vraiment connecter à cette partie de nous où on est dans l'action. Il y a aussi ces personnes qui ont ce désir d'explorer leur propre désir, mais qui sont limitées par des peurs. Donc même avec toute la bonne volonté de vouloir explorer leur intimité et possiblement celle des autres, il y a des freins malgré tout, psychologiques souvent, qui peuvent être traités, accompagnés avec le travail d'un ou d'une sexothérapeute, enfin un suivi thérapeutique tel qu'il soit. Est-ce que tu vois autre chose pour pouvoir aller au-delà de ces peurs, justement ?
Ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est qu'à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on a plusieurs parties en nous. Et des fois, on a des blocages qui font qu'on a l'impression de stagner. Et on a du mal à voir en fait comment sortir de ça. En effet, d'être accompagné par un thérapeute, ça c'est vraiment une clé ou quelque chose qui peut être envisageable. Surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment une palette de thérapeutes avec des outils et des personnalités intéressantes, parce que c'est vrai qu'on a bien avancé sur la connaissance qu'on a par rapport au corps et aussi en termes de ce qui se passe dans le cerveau. Alors, moi, je pense que déjà, ce qui peut aider justement à sortir de ces blocages, c'est de s'écouter, c'est de s'observer, c'est de mettre en lumière un petit peu ces parts d'ombre et essayer en fait vraiment de voir en fait quels freins sont là, c'est-à-dire en termes de croyances limitantes par rapport à la sexualité, par rapport à son corps, les jugements qu'on peut avoir par rapport à soi. Déjà, s'observer, c'est voir en fait où sont ces blocages, les identifier. C'est plus facile après, quand on a identifié, de passer à l'action. Après, ça ne veut pas dire que ça règle tout le problème. C'est là où un accompagnement peut être vraiment justifié et permet vraiment de surpasser ça. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire que l'hypnose, le fait de pourquoi pas l'auto-hypnose, pourquoi pas, il y a des choses qui existent qui font que on peut aller parler à toutes ces parties en nous, ces parties inconscientes, et les faire communiquer avec ces parties conscientes qu'on a, et essayer en fait de ramener en fait de la, je vais pas dire de l'ordre, mais en tout cas de ramener à la conscience en fait des choses qui permettent vraiment de se sentir en accord avec soi. Alors c'est assez tabou, mais beaucoup de personnes dans leur vie n'arrivent plus ou n'arrivent tout simplement pas à trouver ce fameux désir. On parle d'ailleurs ici de troubles sexuels féminins, notamment. Comment réanimer cette flamme ? Alors effectivement, là tu nous as donné déjà des pistes, des exemples. Qu'est-ce que tu dis à tes clientes, à tes patientes ? Qu'est-ce qui peut menacer le désir chez la femme ? Au contraire, qu'est-ce qui peut le stimuler ? Donc tu nous as donné des pistes, que ce soit l'imaginaire, l'exploration de soi, des autres, un travail thérapeutique. Est-ce que tu peux nous donner des exemples que tu as pu rencontrer dans ton parcours de thérapeute, qui peuvent être significatifs pour les auditeuristes qui nous écoutent? Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes, par exemple, qui, à un moment donné, dans leur sexualité, se sont senties épanouies, et à un moment donné, peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'estime de soi, et elles ont pu dire oui à des choses qu'au final, c'était pas OK pour elles. Et elles ont été dans des sexualités ou dans des relations qui ont fait qu'elles sont entrées en conflit avec elles-mêmes. Et souvent, quand c'est comme ça, le corps peut se refermer. Il peut y avoir des mots qui apparaissent, comme l'apparition de mycoses, des contractions vaginales qui fait qu'après, les relations sexuelles peuvent être douloureuses. Donc là, pour moi, la première chose à faire, c'est écouter son corps. Le corps est en train d'alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est à écouter, quelque chose qui est à considérer. Donc à partir de là, pour moi, le premier élément clé qui va avoir l'incidence sur le corps, c'est « Ok, aujourd'hui, mon corps, je t'écoute. Aujourd'hui, mon corps, j'apprends à t'aimer, à revenir vers toi, à te donner de la douceur, de l'amour. » Et pour moi, par exemple, un élément qui peut être mis en place et qui est quelque chose de simple, qui peut paraître anodin, c'est de se masser avec amour, se masser avec bienveillance, et masser tout son corps, ainsi que sa vulve et même l'intérieur de son vagin, comme si c'était des parties qui faisaient partie d'un tout, et c'est pas des parties à mettre à part, c'est pas des parties qui sont, on va dire, à oublier. Et justement de relier toutes ces parties-là de son corps et le sexe, au même titre que toutes les autres parties, ça crée une sorte d'unité. Et là, je réinvestis mon corps, je renvoie un message d'amour à mon corps. J'ai peut-être, à un moment donné, fait quelque chose qui n'allait pas avec
ce que des parties de moi voulaient. Peut-être qu'il y a certaines parties qui voulaient vivre ça, mais là, en fait, je réapprends à me toucher, je réapprends à me considérer. Et là, déjà, pour moi, c'est un outil qui peut être très puissant, qui a l'air comme ça, l'air de rien simple. Mais c'est l'intention et l'attention qu'on met dans son corps, dans ses parties intimes. Il y a aussi quelque chose qui peut aussi fonctionner et j'en parle souvent pendant mes consultations, c'est observez-vous dans votre bassin. Comment vous êtes aujourd'hui dans votre bassin? Là, quand vous, par exemple, vous parlez à une personne, vous êtes au téléphone, vous êtes dans votre voiture en train de conduire, vous êtes en train de travailler. Vous êtes comment dans votre bassin? Est-ce que vous êtes plutôt tendu? Est-ce que vous êtes plutôt relâché? Est-ce que vous l'habitez pleinement, votre bassin? Donc, de prendre conscience au quotidien qu'il est là. Et donc, rien que de faire ça, ça ramène son énergie dans une partie du corps qui a besoin d'être habitée, parce que c'est le siège de notre énergie sexuelle aussi. Tu parles beaucoup du périnée aussi. Tu peux m'en dire un mot? Ça rejoint là ce que je viens de dire, parce que déjà, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui se retrouve au niveau du bassin, qui soutient les organes, mais qui participe aussi au plaisir sexuel. Donc rien que déjà d'avoir conscience de son bassin, aussi de se masser, c'est prendre soin de son périnée. Et en effet, il y a des exercices qui existent, et des exercices énergétiques, mais des exercices aussi physiques, qui permettent de tonifier et aussi assouplir les muscles du périnée. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir des muscles qui vont être plutôt en bonne santé, qui vont faire que l'énergie circule à ce niveau-là, qu'on peut avoir plus de plaisir et qu'on peut être plus investi, plus ancré dans son bassin. C'est la dernière question, le podcast se termine bientôt. Quel conseil peux-tu donner aux femmes qui se questionnent ou qui rencontrent des problématiques face à leurs désirs? Alors ce sera peut-être un petit résumé de tout ce qu'on a dit là. Mais la répétition ne fait pas de mal, et peut-être peux-tu rajouter de nouvelles choses. En effet, je pense que je vais résumer sur le fait que une femme, il faut qu'elle s'écoute sur ses envies et son corps pour être pleinement épanouie, en fait. Ou en tout cas, c'est le chemin de l'épanouissement, déjà, de s'écouter, savoir dire non. Et ensuite, s'explorer, se connaître, tant physiquement que cérébralement, et pourquoi pas aller voir une personne pour être accompagnée, pour aller plus loin, si elle souhaite, si la personne souhaite être plus dans son désir, dans son plaisir, et je pense que c'est l'essentiel, déjà. Merci beaucoup Aurélie. Pour retrouver ces réseaux sociaux, je vous invite à aller sur @Cinéden_Sublime Podcast sur Instagram pour retrouver toute son actualité et ses réseaux sociaux. Merci encore et à très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @Cinéden_Sublime Podcast. Ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à mes ateliers sexo, je vous invite à vous rendre sur mon site internet cinedensublime.com. Si évidemment vous appréciez ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.